Salut à tous les amis, c'est Yugs. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble les 10 sports les plus extrêmes que j'ai pu trouver. Je pense qu'on verra pas mal de fois le logo Red Bull, puisqu'en plus d'être connu pour leur célèbre boisson, c'est aussi le sponsor mondial des sports extrêmes, si vous ne le saviez pas. On commencera par le sport le plus supportable, entre guillemets, même si bon, moi, je ne le pratiquerai pas. Et on terminera par la mort à 10 cm, donc ça va faire quand même assez frissonner. On est parti. Numéro 1, l'Ultra Trail. L'Ultra Trail, c'est un peu comme un marathon, mais en beaucoup plus extrême. Un marathon classique, je pense que vous le savez, il se court en une journée. Il fait un peu plus de 42 km. Et bien un Ultra Trail, c'est minimum 50 km et ça peut même durer plusieurs jours. La plupart du temps, les parcours sont très techniques. Ils se déroulent en altitude, dans des zones isolées et souvent sans l'abri des secours. La course n'est pas découpée en étapes, donc en gros on peut dormir quand on le souhaite, mais chaque minute de sommeil fait chuter notre position. Les meilleurs se contentent la plupart du temps de micro-siestes qui vont de 10 à 30 minutes. Ils dorment seulement quand la fatigue est vraiment extrême ou s'ils commencent à ressentir des hallucinations. Et donc parmi les circuits légendaires, il existe en Italie le circuit Tor des Géants. Sa longueur elle est de 330 km et il possède une ascension de 24 000 mètres. Un effort aussi violent est bien sûr déconseillé par les médecins. Numéro 2, le FMX. Le freestyle motocross, on l'appelle aussi le FMX, c'est l'art de réaliser des figures spectaculaires sur des motos. Les motos, elles sont spécialement modifiées. En compétition, on distingue deux formats. Tout d'abord, le Big Air, c'est un saut unique d'environ 23 mètres. Et le FMX en routine libre, c'est un parcours qui comprend plusieurs rampes. Le routine libre, il est noté sur 100 points et les pilotes, ils sont jugés en fonction de l'enchaînement et de la qualité de leur figure. Parmi les figures les plus célèbres, le whip, le Superman, le tsunami, le cliffhanger, le baiser de la mort et bien sûr le backflip, le double backflip et même le triple backflip. Toutes ces figures, vous en doutez, ça demande une maîtrise parfaite. Le pilote doit se synchroniser au millimètre avec sa moto pour éviter la chute et même, on va dire entre guillemets, la mort. Et malheureusement, le jeune prodige australien Jaden Archer, il avait 27 ans lorsqu'il est tragiquement décédé en février 2024 lors d'un entraînement. Il était le premier pilote de l'histoire à avoir réussi le triple backflip en compétition, mais sa mort brutale, elle rappelle que dans ce sport, même les plus grands champions restent vulnérables. Numéro 3, le Big Wave Surfing. Le Big Wave Surfing, c'est du surf, mais encore une fois en beaucoup plus extrême. L'objectif, c'est d'affronter des vagues d'au moins 6 mètres de haut, mais bon, 6 mètres de haut, c'est pas beaucoup par rapport à ce qui se fait d'habitude. Pour ça, les surfeurs, ils utilisent des planches spécialement modifiées. Elles sont plus longues et elles sont plus larges que des planches classiques. Depuis les années 90, on utilise la technique du tow-in. Ça permet d'attraper des vagues gigantesques. Le tow-in, je vous explique un petit peu, c'est quand un jet ski traque le surfeur. Son but, c'est de lui donner un maximum de vitesse au démarrage. Les vagues gigantesques de plus de 20 mètres de haut et parfois même de plus de 30 mètres sont incroyablement dangereuses. Elles peuvent briser les os et la colonne vertébrale. Elles peuvent aussi projeter le surfeur au fond de l'eau et l'empêcher de remonter à la surface. Mais pour les pros, surfer la plus grosse vague est devenu l'objectif ultime. Et si jamais vous êtes intéressé par cette discipline et que vous souhaitez aussi la découvrir, c'est assez intéressant je trouve, je vous conseille la série documentaire 100 Footwave. Et dans la saison 1, on suit le parcours de Gareth McNamara. C'est pas facile à dire. Son but, c'est de dompter les vagues les plus hautes du monde à Nazaré, au Portugal. Numéro 4, l'ice climbing. L'escalade sur glace, on appelle ça aussi l'ice climbing. C'est un sport à part entière, c'est pas juste de l'alpinisme. Ce sport, il a développé ses propres règles, il possède même ses spots légendaires. L'objectif, c'est de grimper des structures naturelles gelées. Donc pour cela, le grimpeur, il utilise du matériel spécifique, il est obligatoire. Un casque, un baudrier, 2 piolets techniques, des crampons fixés à ses chaussures et des broches qui lui servent de point d'ancrage. Je vous mettrai une photo à côté, vous comprendrez tout de suite. Dans ce sport, le principal danger, c'est que la glace évolue et les ascensions se font souvent loin des secours, principalement en haute montagne. Tomber, c'est beaucoup plus risqué qu'en escalade sur roche puisque les crampons peuvent rester coincés dans la glace lors d'une chute. J'ai mal rien que d'y penser. Ça provoque de graves torsions aux chevilles, aux tibias ou aux genoux. Alors ça, bien sûr, c'est qu'un risque parmi d'autres. Un internaute nous raconte son expérience en ice climbing. J'ai été frappé en plein visage par un bloc de glace. Il faisait à peu près la taille d'un pamplemousse. Il est tombé d'en haut. Mon nez s'est écrasé et a saigné. Arrivé au sommet, j'ai alors appris que j'avais une fracture ouverte du nez. Elle a nécessité 7 points de suture. Si c'est un bloc de glace, comme dans ce cas-là, ça va encore, mais si c'est une avalanche,
c'est la fin. Numéro 5, alors là on attaque les sports sous l'eau, l'apnée extrême ou aussi le freediving. L'objectif c'est de descendre le plus profondément possible sous l'eau avec une seule inspiration. Le plongeur il n'utilise, vous en doutez, aucune bouteille d'oxygène, seulement un masque, un tuba et des palmes. Les records du monde dans ce sport ils sont absolument impressionnants. Nous avons Herbert Nietzsche, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Lui, il a plongé 214 mètres en apnée no limite. On a aussi Valentina Caffola. Alors elle, je ne la connais pas, mais elle a atteint 140 mètres en apnée sous la glace. Les risques, forcément, sont nombreux. Je vais vous citer les 3 principaux. Tout d'abord, l'hypoxie, c'est le taux d'oxygène qui chute dans le sang à force de rester sous l'eau. Le blackout, c'est la perte de connaissance due au manque d'oxygène. Et les narcoses, c'est un peu comme de l'ivresse. C'est un état d'euphorie ou de désorientation. Il est provoqué par la pression de l'eau. Puisque oui, effectivement, à partir de 30 ou 40 mètres, elle s'intensifie violemment. Lors des entraînements, je vous rassure, les athlètes ne plongent jamais seuls, ils sont toujours en binôme. Mais par contre, en compétition, ils sont toujours seuls. Numéro 6, on monte en intensité, le cave diving. La plongée spéléologique, c'est une forme extrême de plongée sous-marine. Alors si vous êtes claustrophobe, fuyez tout de suite. Contrairement à la plongée classique, elle se pratique dans des environnements fermés. Pour ressortir, en fait, le plongeur, il doit refaire tout le chemin en sens inverse. Chaque plongeur utilise des bouteilles d'oxygène, un éclairage puissant et un fil guide. Le fil guide, ça leur permet de s'orienter et de retrouver leur chemin. Alors s'ils se coupent, bonne chance. Sous les cavités, c'est impossible de remonter à la surface en cas de problème. Bon bah c'est un peu logique puisqu'un plafond bloque l'accès. Tout au long de son exploration, le plongeur doit aussi gérer ses réserves d'air. L'objectif, c'est de pas en manquer, ne pas consommer tout d'un coup. Cette discipline, franchement, pour moi, elle demande un sang-froid extrême. Le moindre imprévu peut faire sombrer le plongeur dans le flou total ou même s'avérer fatal. Donc avec le bruit de la respiration, moi ça me fera un peu penser à un sniper qui retient son souffle. Et pour l'exemple, en mai 1973, 9 plongeurs amateurs se sont aventurés sans fil guide au-delà de leurs limites techniques. Résultat, 4 d'entre eux sont morts, ils se sont perdus, ils avaient épuisé toutes leurs réserves d'air. Et cet accident, il a conduit à la création de la CDAA. Donc c'est une association qui régit toutes les règles de sécurité de la discipline. Numéro 7, le high lining. La high line, c'est la version extrême de la slackline. L'objectif, c'est de marcher sur une sangle tendue entre 2 points. Mais bon, c'est des points très élevés. Je peux vous citer des exemples. Des immeubles, des falaises, des ponts, même des montagnes. Je vous rassure un petit peu, le highliner, il est généralement sécurisé par un harnais qui est relié à la sangle grâce à un leash. Ce leash, il est lui-même attaché à un système de secours. On appelle ça un backup. Mais bon, la moindre défaillance dans l'installation du dispositif peut entraîner une chute mortelle. Et en mai 2025, un drame est survenu près de Squamish, en Colombie-Britannique. Une highlineuse de 22 ans a retiré sa sécurité, elle a glissé et elle est tombée dans le vide à 80 mètres de haut. Donc oui, c'est terrible. Malheureusement, je pourrais pas vous donner son nom puisque la famille a souhaité qu'elle reste anonyme. Et tenez-vous bien, il existe aussi le free solo highline. C'est la même chose, mais en mode hardcore, en mode vraiment suicidaire. C'est comme du funambulisme, on n'utilise aucune protection. Donc vive la mort. Là vous allez me dire c'est pas possible, qu'est-ce qui peut être plus dangereux que le highline qui vient de nous présenter? Eh bien j'en ai trouvé encore 3 autres encore plus dangereux, alors accrochez-vous. Numéro 8, le base jump. Le base jumping, ça consiste à sauter depuis un objet fixe, ça peut être un immeuble, une antenne, un pont, une falaise, c'est un acronyme en fait. Ensuite, on ouvre son parachute pour ralentir la descente et éviter la mort. Lors d'un saut en parachute classique, il faut savoir qu'on utilise 2 parachutes, un parachute principal et un parachute de secours. Et bien en base jump, on n'en utilise qu'un seul, puisque de toute façon on n'aurait même pas le temps d'en déployer un deuxième. Ce parachute, il est spécialement conçu pour une ouverture ultra rapide. Tous les sauts sont à des altitudes très basses, généralement entre 60 et 500 mètres, et ça laisse très peu de temps pour déployer son parachute. À 100 mètres de haut, on estime à peu près que le temps entre le saut et l'impact est inférieur à 4 secondes. Donc c'est vous dire. Du coup, un parachute qui ne s'ouvre pas ou même un obstacle rencontré en vol peut entraîner la mort. Et pour l'anecdote, Carl Bonisch, c'est l'homme qui est considéré comme l'inventeur du base jump, il s'est lui-même tué en pratiquant son sport lors d'un saut en Norvège en 1984. Numéro 9, le free solo climbing. Le free solo climbing, c'est de l'escalade sans protection. Le grimpeur ne possède ni corde, ni harnais, ni équipe pour lui venir en aide. Il est seul en gros avec sa conscience. Pour grimper, il utilise ses chaussons d'escalade et de la magnésie. La magnésie, c'est une poudre, elle absorbe la transpiration des mains, ça lui permet d'améliorer ses prises. Le maître de la discipline, il s'appelle Alex Honnold. Il possède une spécificité cérébrale. Alors
Alors c'est assez technique, mais en gros il dispose d'une moindre activation de l'amygdale. L'amygdale c'est le centre de la peur dans le cerveau, et ça lui permet de gérer son stress et de rester lucide beaucoup plus qu'un humain classique. Alors il est dit qu'il prépare à l'avance tous ses parcours. Ce qu'il fait, c'est qu'il les répète d'abord avec une sécurité, il analyse chaque prise, chaque mouvement, et ensuite il les tente sans protection. Alors lui, on peut le dire clairement, c'est un grand malade. Le 3 juin 2017, il a gravi El Capitan, c'est une falaise de 900 mètres de haut. Il l'a fait en solo intégral, c'est-à-dire sans aucune sécurité. Ça lui a pris 3h56 et durant tout ce temps, il n'avait pas le droit à l'erreur. Sa performance, elle est considérée comme l'un des plus grands faits sportifs de l'histoire de l'escalade, et même pour certains, de tous les temps. Et numéro 10, alors celui-là j'en revenais pas, j'ai halluciné quand j'ai regardé les vidéos, le Wingsuit Proximity Flying. Le Wingsuit Proximity Flying, on saute d'un hélicoptère ou d'une falaise en portant une wingsuit. Si vous ne savez pas, une wingsuit c'est une combinaison ailée, ça permet de planer comme une chauve-souris. En Proximity Flying, on vole entre les obstacles en rase-motte. Ça se fait sur plusieurs kilomètres et à basse altitude, et à la fin, on ouvre son parachute pour atterrir. Lors des sauts de proximité, les pilotes frôlent des obstacles à plus de 150 km/h et parfois même à plus de 300. Le moindre défaut de trajectoire, une erreur d'analyse ou une rafale de vent peuvent entraîner la mort. En plus de ça, viennent se rajouter à ça les problèmes d'équipement, c'est extrêmement dangereux. Je pense par exemple à un parachute qui se déploie tardivement ou même qui ne se déploie pas. Alors pour moi honnêtement, je vous le dis, le Wingsuit Proximity Flying, c'est la mort à 10 cm, comme je vous l'avais annoncé. Et en 2022, les Soul Flyers, alors oui c'est leur nom, ils ont établi un record du monde incroyable. Depuis le Mont Blanc, ils ont réalisé le plus long vol de relief en wingsuit de l'histoire. Ils ont parcouru plus de 7 km en 3 minutes 5. Ils ont frôlé des glaciers et des parois de roche à plus de 200 km/h. Alors je vous laisserai aller regarder la vidéo, elle est disponible sur YouTube, je la mettrai dans la description. Et oui, effectivement, c'est totalement fou. Voilà du coup pour les 10 sports les plus extrêmes. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des sports sous l'eau, des sports d'escalade, des sports de figure de cascade, on va dire un peu comme le surf ou la moto. Vous pouvez me dire en commentaire quel est pour vous le sport le plus extrême. Si vous avez frissonné, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. C'était Yugs, je vous dis à bientôt dans de futures vidéos pour de nouvelles anecdotes et de nouvelles découvertes. Salut tout le monde. Le Kasumartsu, c'est le fromage le plus dangereux du monde, rien que ça. Il vient de Sardaigne en Italie. Il est fabriqué à partir de pecorino.